Un État européen peut-il retirer la nationalité d'un terroriste, puis l'expulser dans son pays d'origine ? C'est ce qu'a fait le Danemark avec un djihadiste revenant de Syrie où il s'était battu pour l'État islamique. Ce djihadiste a contesté son expulsion vers la Tunisie devant la Cour européenne des droits de l'homme qui a publié sa décision le 3 mars 2022. Alors nous allons vous expliquer ce soir précisément cette décision et ses conséquences pour l'avenir et pour les autres pays européens avec Nicolas Bauer, chercheur associé à l'ECLJ. Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Alors Nicolas, c'est un peu un grand jour aujourd'hui puisque pour la première fois une décision dont nous avons parlé dans une émission précédente du droit en débat, c'était un podcast du 27 février 2021 que les auditeurs peuvent retrouver sur le site d'RCF, www.rcf.fr, le droit en débat. Une décision donc, dont nous avions parlé et la Cour européenne a enfin rendu la décision, c'est l'affaire Johansen contre Danemark. Et donc la CEDH a validé la déchéance de nationalité et l'expulsion d'un djihadiste qui s'appelle Johansen vers la Tunisie donc. Alors le CLJ était intervenu au soutien du gouvernement danois pour cette expulsion. Est-ce que c'est un peu une victoire aujourd'hui ? Oui, c'est une victoire. Nous étions intervenus effectivement au soutien du gouvernement danois et le Danemark a gagné, donc c'est une victoire. Et nous avons eu aussi la satisfaction de voir que la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, a repris pas mal de nos arguments. Pas mal de nos arguments, du coup, qui donnent raison au Danemark, qui visait à protéger la sécurité du pays, à lutter contre l'islamisme et aussi à lutter contre les conséquences à long terme de l'immigration. Et en fait, indépendamment de ce cas, cette décision de la CEDH sur le long terme rappelle quelques principes qui sont plutôt bons et qu'effectivement on approuve. Pour les djihadistes. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler en un mot un petit peu le parcours de ce monsieur Johansen ? Alors ce monsieur, il est né danois. Il a une double nationalité, donc il est aussi tunisien. Il est marié, il est père d'un enfant qui a aujourd'hui 12 ans, je crois. Et en 2013, sans prévenir sa famille, il est parti en Syrie pour combattre avec l'État islamique. Il est rentré en 2014, il a été arrêté en 2016 et en 2017, il a été condamné du coup pour les crimes terroristes qu'il a commis. Il a fait 3 ans de prison et ensuite, du coup, en application d'une décision de la Cour suprême du Danemark, sa nationalité danoise lui a été retirée, ce qui fait que maintenant, en fait, il est en voie d'expulsion vers la Tunisie. Alors on imagine qu'il a invoqué, vous parlez de sa famille, donc de son droit à sa vie familiale, à rester dans le pays, il est ressortissant puisqu'il est né au Danemark. Ça n'a pas convaincu la Cour européenne des droits de l'homme, ça, la famille, l'attache familiale au Danemark ? Oui, alors souvent il y a deux droits qui sont invoqués dans les cas d'expulsion, donc que ce soit un djihadiste ou non, là ça n'a pas beaucoup d'importance. Il y a les droits consacrés à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, donc l'interdiction de la torture. Donc si quelqu'un dit je dois être expulsé vers tel pays, mais dans tel pays je risque d'être torturé, là il y a vraiment une protection absolue par la Cour et donc très souvent elle bloque les expulsions quand les risques de torture sont avérés. Et ensuite il y a ce droit qui est consacré à l'article 8 au respect de la vie familiale, qui est aussi invoqué, mais là dont la protection n'est pas absolue. Donc la Cour elle va mettre en balance le droit individuel de la personne concernée, donc là de ce monsieur Johansen, et les objectifs de l'État, donc l'objectif de l'État qui va être de prévenir les crimes, de préserver la sécurité du pays par exemple. Et là effectivement, donc elle a mis en balance les deux et elle a considéré, donc elle a plusieurs critères pour faire ça, et elle a considéré que la gravité des crimes commis, donc notamment le crime terroriste, et finalement des faiblesses dans ses arguments sur sa vie familiale ont fait qu'elle a validé cette expulsion. C'est super. Et vous avez dit la nationalité tunisienne. S'il est renvoyé en Tunisie, finalement, la Cour, j'imagine, lui a dit que il ne serait pas torturé là-bas. Donc, il n'y a pas vraiment de raison. Oui, alors ça, il prétendait pas être torturé il prétendait, d'accord. Là-bas. Oui. Mais ça pose pas de problème qu'il y soit renvoyé non plus. Ça a peut-être été un argument aussi qui a pesé pour la Cour européenne des droits de l'homme, le fait qu'il n'y ait aucun risque qu'il soit envoyé en Tunisie. Oui, tout à fait. Alors, du coup, c'est vraiment sur la question de la vie familiale que ça se passe. Et là, la Cour, elle lui a déjà dit, vous êtes parti en Syrie de vous-même, vous n'avez pas prévenu votre famille, donc la question de la vie familiale, avec un peu d'ironie, elle a un peu rejeté
cet argument. Et ensuite, elle a développé les attaches que cette personne a avec la Tunisie et sa famille aussi. Et donc, ce qui est intéressant, en fait, derrière la question de l'expulsion, c'est la question de la nationalité, puisqu'en fait, elle adopte une vision de la nationalité qui est plutôt, on pourrait dire, charnelle, en fait, un attachement à un pays, à des valeurs qui est concret. Et inversement, elle montre que cette famille, elle avait un attachement plutôt à d'autres valeurs, en fait. Elle développe sur cette famille musulmane, son entourage musulman, et puis dans le cas de Monsieur Johansson, donc du père de famille donc le djihadiste, il était vraiment dans des cercles islamistes. Et donc elle dit tout cela montre une absence d'attachement au Danemark. Et donc c'est avec cela qu'elle valide la déchéance de nationalité danoise. Donc ensuite il est étranger. Et ensuite, en tant qu'étranger, elle l'expulse. Et là, vu qu'il a une autre nationalité, la nationalité tunisienne, et qu'elle considère, la Cour le dit clairement, que les mœurs de cette famille sont plus proches d'un pays musulman, en fait, de la Tunisie, elle valide cette expulsion. Donc la Cour a vraiment dit on peut pas être combattant djihadiste et en même temps danois, quoi. Il y a une césure entre les deux. Oui, c'est ça. Il y a des passages qui sont assez clairs. Déjà où elle responsabilise aussi la personne, puisqu'en fait la question de la nationalité, c'est la question du lien entre l'État et la personne. Et donc si la personne fait des choses d'elle-même qui montrent qu'il n'y a aucun lien, en fait l'État ne fait que constater cette personne n'est pas danoise de par ce qu'il fait, en fait. Et donc la Cour dit la privation de sa nationalité danoise résulte dans une large mesure de ses propres choix et actions. Et ensuite, elle dit les infractions terroristes commises par le requérant démontraient dans une large mesure son manque d'attachement au Danemark et à ses valeurs. Et donc c'est vraiment important de voir la nationalité de cette manière, puisqu'en fait vous avez un peu deux visions souvent qui s'opposent, la vision plus administrative, où on va dire ce qui compte c'est d'avoir le papier en fait, et la vision qui dit en fait le papier il découle d'un attachement de cœur. Et donc ce débat vous l'avez en fait dans toute l'Europe. J'allais dire même dans la présidentielle française, il y a un mois par exemple, Valérie Pécresse a dit qu'elle voulait faire des Français de papier des vrais Français de cœur. Et donc du coup il y a cette vision un peu plus peut-être de droite, on pourrait dire, où la nationalité ça va être un lien charnel entre l'État et la personne, alors que la vision un peu plus abstraite de positiviste aussi, donc il suffit que l'État dise telle personne est nationale, puis il l'est d'un coup, même si ça change rien au langage qu'il parle, à la culture qu'il a, à son mode de vie, et puis même à sa vision religieuse, puisque ça fait partie aussi de la culture d'un pays. Donc voilà, cette vision que la CEDH a adoptée est quand même intéressante à souligner. Alors j'ai deux questions précises sur la nationalité en lien avec cette affaire. Est-ce que si cette personne n'avait pas eu une deuxième nationalité, puisque donc il était bien danois et tunisien, est-ce que le Danemark aurait pu lui envoyer sa nationalité? Est-ce que ça en aurait pas fait un apatride et je sais pas, la CEDH l'aurait condamné? Alors si effectivement, s'il n'avait que la nationalité danoise, lui enlever cette nationalité l'aurait rendu apatride. Oui. Et donc là, il y a des différents textes internationaux, notamment une convention qui oblige les États à éviter l'apatridie. Donc le Danemark n'aurait pas pu faire pareil. Mais là, la question, ça c'est une question qui est réglée juridiquement depuis longtemps. La question un peu nouvelle de cette affaire, c'est que c'est la première fois en fait que la CEDH se penche sur la déchéance de nationalité d'un national de naissance. Il n'a pas été naturalisé. Parce qu'en fait, vous avez deux manières d'avoir une nationalité en général dans tous les pays. Il y a une manière un peu automatique, c'est quand vous êtes né à tel endroit ou que vous avez tel parent, donc par votre filiation, vous avez la nationalité. Donc en France, ça s'appelle par attribution. Et ensuite, vous avez les personnes qui sont d'origine très récente dans le pays, qui souvent émigrent et du coup, elles sont naturalisées. Et toutes les déchéances de nationalité sur lesquelles s'était penchée la CEDH avant, c'était pour des personnes naturalisées. Et donc là, la question juridique aussi qui se posait, c'est est-ce que le fait qu'il soit danois de naissance, puisqu'il est quand même né danois, quoi, quand sa maman a accouché, il était danois, et là on lui retire cette nationalité. Donc c'est quand même assez fort, même sur le plan identitaire. Et du coup, la question qui se posait, c'était de savoir si ça ferait une différence ou non. Et la CEDH a dit clairement que ça changeait pas le problème juridique de manière significative.
Et ce point-là, il a des conséquences en fait sur toutes les questions migratoires, puisqu'en fait, quand on prend la situation de l'Europe actuellement, vous avez des personnes qui peuvent être de familles d'origine immigrée qui sont là en fait depuis 2 ou 3 générations, mais au final leur manière de vivre, leur langue, leurs attachements ne sont pas spécialement ceux du pays, ils sont même ceux d'autres pays ou d'autres cultures. Et donc pour ces personnes-là, donc qui sont pas naturalisées, qui ont vraiment eu la nationalité à la naissance, les États ne savent pas trop comment faire parfois dans les cas où en fait ces personnes auraient des comportements qui trancheraient radicalement avec les mœurs. Ouais. Oui, alors il y a les cas des terroristes, c'est sûr. Bien sûr, ça c'est les cas extrêmes. Mais même un État qui veut régler ce problème un peu culturel. Il ne sait pas toujours les moyens qu'il a ou pas mettre en œuvre, si c'est conforme ou pas au droit international. Et là, en tout cas, ce que la CEDH dit, c'est pas qu'il faut déchoir tout le monde de sa nationalité, hein, évidemment. Ce qu'elle dit juste, c'est que les conditions pour une déchéance de nationalité pour quelqu'un qui est naturalisé peuvent être tout à fait les mêmes quand la personne est née avec cette nationalité. Donc le fait d'être né avec une nationalité ou d'être naturalisé ne change pas en fait. C'est ça. Bien sûr, ensuite il y a des conditions, on peut pas déchoir de nationalité n'importe qui juste parce que il mange pas de la cuisine française pour un Français. Voilà, c'est pas ça la question évidemment. Je suis pas en train de dire que la CEDH valide ça et qu'il faut le faire, mais en tout cas le mode d'acquisition de la nationalité en fait n'a pas d'incidence. C'est ça. Et on parle d'un terroriste justement. Et est-ce que d'une certaine manière, la CEDH a validé la déchéance de nationalité comme une méthode aussi de lutte contre les terroristes, parce que je sais qu'il y avait eu ce débat avec l'Angleterre notamment, et en tout cas quand il y avait eu le retour de nombreux djihadistes de Syrie, je crois que le Royaume-Uni a prononcé une déchéance de nationalité de plusieurs centaines de personnes s'ils avaient la double nationalité, ou enfin voilà. Est-ce que cet arrêt change un peu la donne ou renforce cette option pour les États de déchoir de la nationalité des terroristes? Souvent, elle va pas dire qu'il faut adopter telle ou telle stratégie. Elle va contrôler la stratégie des États. Mais ce qu'on peut constater donc dans ce contrôle qui est effectué, c'est que déjà, elle dit clairement, elle le dit dans cette décision, les États, il est légitime qu'ils aient une position ferme face au terrorisme. Elle est assez claire là-dessus. Elle avait déjà dit ça dans un arrêt important contre la France en 2020, où elle avait validé la déchéance de nationalité de Français, donc binationaux. Qui était aussi terroriste, qui avait aussi eu des activités terroristes à l'étranger, au Soudan, je crois. Et du coup, elle avait à ce moment-là dit clairement que les États pouvaient être très fermes sur les questions du terrorisme. Après, sur la question de savoir si la déchéance de nationalité et l'expulsion, donc dans les cas où les personnes sont binationales, peut être un moyen de lutter contre le terrorisme, là-dessus, ce qu'on peut constater, en tout cas, c'est que comparé aux autres délits ou crimes que les personnes peuvent commettre, elle est plus sévère quand il s'agit de djihadistes. Elle a été saisie de pas mal d'affaires depuis 2017, surtout notamment de personnes qui sont allées combattre à l'étranger, donc pour l'État islamique en Syrie notamment, mais aussi, comme je vous le disais, au Soudan et puis même dans d'autres États, donc à l'extérieur de l'Europe souvent. Et donc pour ces personnes-là, quand elle était saisie d'affaires, la gravité des délits et crimes terroristes, elle la prenait en compte et cela l'a amené à valider assez massivement pas mal d'expulsions. Ce qui n'est pas le cas d'expulsion pour les expulsions d'étrangers qui sont condamnés pour d'autres délits ou crimes. Où là, quand elle fait cette mise en balance, quand elle fait son examen de proportionnalité, elle tranche pas toujours dans le même sens. Et alors justement, vous parlez de soldats qui vont à l'étranger pour se battre. Ça évoque quelque chose que l'on connaît dans l'actualité. Alors bien sûr, les motivations ne sont pas du tout les mêmes. Mais il y a actuellement, avec le conflit en Ukraine, quelques articles qui traitent de personnes, donc françaises, allemandes, donc de l'Occident, vraiment de l'Ouest de l'Europe, qui vont se battre donc sur le front ukrainien. Là aussi, c'est pour la démocratie, les valeurs occidentales contre la Russie. Est-ce que ces gens pourraient avoir un problème, ou est-ce que ça pose des problèmes en droit international, puisque finalement ce sont des nationaux français, allemands, anglais qui vont se battre dans un pays étranger?
Est-ce que ça pourrait poser problème à terme si, par exemple, eux venaient à commettre des crimes ou des exactions, que sais-je? Alors, il y a plusieurs questions juridiques qui se posent pour vous répondre. Il vous reste 1 minute 30. Déjà, il y a la question pour les différencier clairement avec déjà la question de la Syrie, le caractère terroriste de l'infraction compte, et c'est cela qui est réprimé, par exemple, en droit français, quand on va dire l'entreprise terroriste individuelle est interdite, l'association de malfaiteurs à but terroriste est interdite, et donc que la personne aille à l'étranger pour ça, c'est interdit aussi. Et certains États ont même des infractions spécifiques qui donc pénalisent le fait de se rendre à l'étranger à des fins de terrorisme. Là, dans les cas où la finalité n'est pas terroriste, la question c'est de savoir si la personne est considérée ou non comme un mercenaire. Le mercenaire, c'est celui qui va se battre à l'étranger, mais pour en tirer une rémunération ou un avantage personnel. Et donc si la personne est payée, c'est interdit. En droit français, on a interdiction d'être mercenaire. Donc là, effectivement, au retour, après, bon, il y a la question de savoir s'il y aura des poursuites ou pas, mais en tout cas, au retour, elles peuvent être poursuivies. Mais pour les combats idéalistes, là, comme dans le cas de l'Ukraine, là, rien ne l'interdit. En tout cas, en France, après d'autres États interdisent complètement le fait d'aller combattre à l'étranger, quel que soit le combat. Donc la Suisse, c'est le cas. Mais du coup, pour la France, le fait d'aller se battre en Ukraine n'est pas, j'incite personne à le faire, mais n'est pas interdit en tout cas.